Bonjour Christophe Brusset, vous avez travaillé pendant 25 ans dans l'industrie agroalimentaire, vous aviez publié « Vous êtes fou d'avaler ça » qui est devenu un best-seller, vous êtes de retour avec « Et maintenant on mange quoi ?» publié chez Flammarion. J'allais dire, vous êtes en quelque sorte un repenti de cette industrie qui, dites-vous, empoisonne les gens. Ce qu'on mange tous les jours est dangereux. Alors effectivement, oui, c'est vrai que ce qu'on mange tous les jours est bourré d'additifs, de pesticides et de différents produits chimiques qui contribuent à vous dégrader la santé. Oui, vous dites aujourd'hui 70% des morts sont dus à cette mauvaise alimentation. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS qui déclare qu'effectivement, chaque année, 12 millions de personnes meurent des effets de la malbouffe, donc quelles que soient les conséquences, hein, diabète, obésité, etc. Et effectivement, c'est la première cause de mortalité au monde. Oui. Donc la façon de se nourrir de façon inadaptée. Oui, il faut nourrir 7,6 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc c'est un enjeu considérable. Effectivement, d'autant plus que les principales victimes de la malbouffe sont les personnes à faible revenu. C'est-à-dire que là aussi, on a une différence suivant les classes sociales et suivant les origines. Et à mon sens, ce n'est pas du tout acceptable. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dénoncez clairement aujourd'hui, encore dans ce livre? Aujourd'hui, je dénonce vraiment un système. C'est-à-dire qu'on a une industrie agroalimentaire mondialisée. Donc on a une industrie de la malbouffe qui produit des quantités astronomiques de nourriture ultra transformée, malsaine, donc bourrée d'additifs, de pesticides et d'aliments tellement transformés qu'ils en deviennent nocifs au niveau de l'organisme. Oui, vous dénoncez les asticots dans la soupe, vous dénoncez des choses absolument épouvantables, écœurantes. Alors effectivement, je parle beaucoup de ce que j'ai vu, moi, durant mes différentes expériences, de fraude, de malversation, etc. Mais je parle aussi, et surtout, et ça c'est l'objet de ce nouveau livre, de tout ce qui est légalement autorisé. C'est-à-dire tous les additifs, les auxiliaires technologiques, enfin plus de 700 additifs en France qu'on est autorisé à utiliser et à mettre dans l'alimentation. Ce sont des additifs que vous dites dangereux pour la santé? La plupart sont dangereux. Il y a une étude INSERM qui est sortie en début d'année, en février 2018, et qui dit que le fait de consommer des aliments ultra transformés, si on augmente la consommation de 10%, on augmente le risque de cancer de 12%. Donc il y a clairement un lien entre les aliments ultra transformés industriels et la santé. Oui, et les pesticides, le glyphosate, évidemment, dont on a beaucoup parlé, ce sont des ingrédients qui sont connus comme dangereux depuis, par exemple, le glyphosate depuis 2015 et qui continuent d'être utilisés. Effectivement, puisqu'on a une pression, enfin ce qu'on appelle le lobbyisme, que ce soit des industries de l'agroalimentaire, de la chimie, de toutes les industries en fait, pour favoriser leur industrie et continuer à vendre leurs produits. Donc on a des lobbies très puissants à Bruxelles, puisqu'on a plus de lobbyistes que d'employés de la Commission européenne, qui font la pression, qui organisent les lois, qui s'infiltrent dans les comités de décision pour continuer à utiliser leurs produits à grande échelle. Oui, vous dites les multinationales contournent les normes. C'est-à-dire qu'au fond, elles restent dans une sorte de légalité tout en n'obéissant pas finalement à l'intérêt public. Ce que je dis surtout, c'est que les multinationales font les normes. C'est-à-dire que les multinationales ont des moyens gigantesques, donc elles ont les moyens de financer, et avec le lobbyisme, en fait, moi je parle plutôt de corruption, on peut acheter les politiques, les scientifiques, enfin tous ceux qui ont un pouvoir de décision. Aujourd'hui, au niveau de l'EFSA, donc la structure qui décide pour l'alimentaire en Europe, les associations consommateurs dénoncent que sur 211 experts, à peu près la moitié ont des liens d'intérêt avec l'industrie. Oui, il y a 400 additifs, finalement, que les industriels ne sont pas obligés de déclarer. Et que pourtant, on absorbe. Effectivement, on a une catégorie d'additifs particulière qu'on appelle auxiliaires technologiques. Et les industriels sont dispensés de déclarer ces additifs au niveau de la liste d'ingrédients. Donc ça veut dire que les consommateurs n'ont aucun moyen de savoir que tous ces produits figurent dans les aliments qu'ils consomment tous les jours. Oui, vous racontez de véritables enquêtes personnelles dans ce livre. Comment, par exemple, on fait du miel sans aucune ruche, par exemple? Effectivement, mais ça c'est quelque chose qui est connu depuis des années. Il y avait une prise de conscience qui avait été faite ces quelques dernières années, puisqu'on avait l'UFC Que Choisir qui avait dit que 30% du miel était fraudé en France. On avait aussi la Commission européenne qui avait fait une étude sur le miel, qui avait retrouvé à peu près ces chiffres-là il y a 2 ans. Dans la loi alimentation, il était prévu qu'on surveille et qu'on indique les origines sur les pots. Finalement, cet article a été annulé par le Conseil constitutionnel. Donc on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de vraie volonté pour lutter contre ces fraudes et ces abus. Oui, la confiture de fraises sans fraises. Tout à fait. Vous avez vu ça? Je l'ai vu, on l'a pratiqué et ça continue à se pratiquer. Oui, la glace à la vanille sans vanille, mais on met des faux ingrédients qui font penser à la vanille. On utilise effectivement de la gousse de vanille épuisée, qui est un déchet de la vanille. Donc une fois qu'on a extrait l'arôme, ça j'en ai vu encore aujourd'hui dans les supermarchés, donc des glaces à la vanille avec des petits points noirs à l'intérieur. Quand vous voyez marqué gousse de vanille épuisée, c'est un produit qu'il ne faut absolument pas acheter. Oui, revenons une seconde sur ce miel. C'est un miel chinois, c'est quoi? Et finalement, vous dites il y a pas de miel là-dedans. C'est une sorte de liquide sucré auquel on rajoute des colorants. Effectivement, c'est un produit. En fait, les Chinois ont décomposé le miel, les miels naturels, par tous les ingrédients qu'ils composent.
Et ils arrivent avec cette décomposition à recréer un miel artificiel. On s'est rendu compte sur 10 ans que la production de miel chinoise avait doublé, alors que le nombre officiel de ruches avait augmenté de 10 à 13%. Oui, les seules contraintes, c'est d'indiquer sur la boîte, fabriqué dans différents pays, y compris hors de l'Europe. Au fond, on ne dit rien. En fait, les industriels savent très bien que les consommateurs n'acceptent pas certaines origines. Donc, pour ne pas avoir à la marquer, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mélanges entre des produits chinois, par exemple, et d'autres produits européens. Ça nous permet de marquer sur les emballages produits originaires et non originaires de l'UE. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne donne aucune information aux consommateurs. Mais c'est vrai pour le miel, mais c'est vrai aussi pour les viandes, par exemple. Oui, vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte. Mais au fond, vous dites quoi aux consommateurs? Vous dites qu'il faut manger bio, il ne faut pas aller dans les supermarchés, vous dites que ce sont des succursales de la malbouffe. Vous dites, au fond, il faut mettre de l'argent pour bien manger. Je dis un peu tout ça, mais je dis surtout aux consommateurs, prenez-vous en main, faites-vous confiance, faites marcher votre logique, votre bon sens. Prenez des produits plutôt bio, parce qu'effectivement, il y a moins de pesticides, il y a moins d'additifs. Donc c'est une meilleure garantie. Exigez qu'on vous indique les origines des produits, militez, faites-vous entendre, soutenez des associations comme Foodwatch par exemple, qui se battent pour vous, donc ne vous laissez pas faire. Oui, on pourrait presque parler de gâteaux aux additifs, tellement il y a d'additifs. Parce qu'au fond, c'est pratiquement ça qui le caractérise. Vous dites on peut parler de coulis de tomates aux pesticides. Effectivement, mais quand on voit au niveau des listes d'ingrédients pour les plats préparés, c'est absolument hallucinant. On a X additifs avec des E quelque chose qui sont absolument incompréhensibles pour la plupart des gens. On sait très bien que là aussi, l'étude INSERM a démontré que augmenter sa consommation d'aliments ultra transformés conduit également à une augmentation des risques de cancer. Donc on sait que ces produits sont nocifs. Maintenant, c'est plus une nouveauté, on le sait. Oui, il faut éviter les E, et vous dites notamment éviter le E466, par exemple. Par exemple, mais il faut éviter... C'est un chiffre, mais pourquoi il faut éviter le E466 ? C'est un émulsifiant qui, effectivement... Donc, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis par un chercheur français qui s'est rendu compte que cet émulsifiant avait une incidence sur la flore intestinale. Donc, ça contribuait à créer des problèmes digestifs, des problèmes de colite, des problèmes de perforation intestinale. Enfin, voilà. Mais ça, c'est un élément parmi d'autres. Mais on sait aussi qu'on a les mêmes problèmes sur les nitrites, par exemple. On sait que les nitrites utilisés en charcuterie sont cancérigènes. Maintenant, c'est quelque chose de su, de connu, d'avéré. On sait que tout un tas de colorants, par exemple les colorants azoïques, sont nocifs pour les enfants. C'est su, puisqu'on doit mettre une mise en garde sur les produits. On le sait, mais tous ces produits sont encore autorisés aujourd'hui. Oui, vous avez été ce repenti qui a dénoncé tout cela. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis? Est-ce que vous avez été victime de tentatives d'intimidation? Qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début, quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai eu effectivement des menaces de procès de mes anciens employeurs. Et aussi d'un industriel, enfin d'un multinational qui m'a dit si on se reconnaît, si tu utilises nos emballages comme illustration, tu auras des problèmes. Donc voilà, donc je suis très vigilant maintenant à ne citer aucune marque et personne. Par contre, ce qui a été intéressant ensuite, j'ai eu beaucoup de contacts d'associations de consommateurs, de journalistes qui voulaient avoir des informations. Donc je suis devenu quelque part un genre de référent pour ce type de produit. Donc soit les fraudes, que je connais bien, soit les problèmes de santé liés à l'alimentation industrielle. Ceci dit, je n'ai eu aucun contact avec les politiques, ni avec les industriels directement ou leurs représentants. Oui, vous avez commencé avec cette viande de cheval, qui était dissimulée et qui était un scandale, un véritable scandale. Vous étiez un peu, je veux dire, au point de départ de tout ce qui vous est arrivé, ça. Effectivement, c'est là où j'ai pris conscience, puisqu'on avait eu le même scandale quelques années auparavant, dans un autre produit, où on avait eu aussi du bœuf qui avait été remplacé par de la dinde cette fois-ci. Et ça n'avait pas eu du tout de conséquences. Par contre, cette affaire, donc l'affaire des lasagnes au cheval, m'a vraiment montré que les consommateurs n'étaient plus prêts à se laisser avoir et à se laisser faire comme avant. Oui. Donc je me suis dit... Et surtout, quand j'ai vu comment les politiques et les industriels en parlaient à la radio, où ils essayaient de minimiser l'affaire, de faire comme d'habitude, en fait, c'est-à-dire d'étouffer le scandale et de faire consommer aux gens le produit. Et je me suis dit, là, non. Moi, je sais des choses, j'ai vu des choses. Si moi, j'en parle pas, personne ne peut comprendre et ne peut expliquer ce qui s'est passé. Donc, c'est ça qui m'a réellement motivé à parler. Oui, merci beaucoup, Christophe Brusset. Maintenant, on mange quoi? On va faire attention. Écoutez, j'explique dans ce livre quelles sont les pistes, quels sont les produits à privilégier, quels sont les produits à éviter. J'explique comment on fait du lobbyisme. Voilà, ce livre m'a pris 3 ans à écrire. C'est bourré d'informations, c'est bourré d'anecdotes. Et je pense vraiment avoir fait œuvre utile avec ce genre de... Et c'est bourré de conseils. Merci beaucoup, Christophe Brusset, d'avoir été notre invité. Et maintenant, on mange quoi est publié chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous.